Bonjour, je me présente, je suis Arnaud Wetzel, je suis fondateur d'une société qui s'appelle Shopping Adventure. On s'est créé il y a 5 ans, on référence tous les stocks des boutiques physiques en France. Enfin, on en a 80 millions actuellement, qu'on met à jour toutes les nuits. Et dessus, on propose des services, on met en place la réservation en ligne, le retrait en boutique, le CMD Delivery, ce genre de choses. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur React, mais sur comment en fait utiliser React sans forcément avoir un workflow de développement entièrement JavaScript. Pourquoi ça peut être utile? Parce que JavaScript n'est pas la techno la plus facile à utiliser côté serveur. Et pour le pur front-end, même s'il y a JSX et qu'on peut faire des balises en faisant une apparence d'HTML, JavaScript n'est pas non plus l'idéal pour designer. Pardon? Pardon, le micro. Ah oui, pardon. JavaScript n'est pas non plus l'idéal. Oui, je m'excuse d'avance si j'ai des absences, je suis un peu fatigué. Donc, JavaScript n'est pas non plus idéal pour designer du front. Donc la première question qu'on se pose, c'est à quoi ça sert donc de découpler le développement d'interface avec React du JavaScript? Pour 3 choses. D'une part, parce que développer du front-end, c'est avant tout développer la gestion de l'état de votre interface. Et c'est tout. Et gérer l'état de votre interface, c'est là où React est très très bon. C'est que avec React, vous mappez l'état de votre interface avec un arbre virtuel, un DOM virtuel, sur lequel il va pouvoir faire ses diffs et les optimiser pour faire les bonnes mises à jour de l'interface, du DOM. Donc on peut limiter comme ça les mises à jour. Et pour évidemment gérer l'état de l'interface, on est bien obligé d'utiliser du JavaScript parce que on parle d'un navigateur et c'est bien de JavaScript qui tourne dessus. Donc React, c'est nickel. Bonne chose. Maintenant, le développement back-end, la plupart du temps, les problèmes qui se posent, c'est la gestion des erreurs. Le back-end doit être fiable. Le front-end, tout doit être fiable, hein, le front-end aussi, mais disons que le back-end, ça pose plus de soucis. Et pour gérer les erreurs, disons que JavaScript a en soi des problèmes intrinsèques, c'est-à-dire que le fait qu'il soit single-threadé, le fait que le fonctionnement via des exceptions, fait que c'est très très difficile de gérer vos erreurs. Parce que ça, c'est un truc pour ceux qui font de l'Erlang, on a l'habitude de dire ça. Les erreurs, c'est pas quelque chose. Les erreurs, c'est très différent des exceptions. Les erreurs, c'est ce que vous avez prévu. À partir du moment où vous faites un catch dans un try-catch, c'est que vous avez dû prévoir l'exception qui pouvait arriver. Donc en fait, c'est plus une exception. Si c'est une exception, c'est que vous l'avez pas prévu. Sinon, voilà, sinon il y a un souci. Sinon, vous êtes en train de coder en fait via un système d'exception quelque chose qui ne l'est pas. C'est ce que je dis ici, si vous voulez gérer les exceptions, c'est que vous voulez gérer quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir, ce qui peut être assez gênant. Et pour ça, vraiment, c'est très compliqué de développer des back-ends en JavaScript. Pour en avoir fait quelques-uns, j'ai arrêté. Donc c'est un peu le sujet de mon talk. Et finalement aussi, pour le recrutement, les développeurs JavaScript ne sont pas forcément les plus habitués à gérer les problématiques de distribution, les problématiques de gestion d'erreurs. Je troll pas. Hein. Mais voilà. Et finalement, de l'autre côté de la chaîne, développer le front-end, c'est développer l'état, c'est gérer l'état de lui. Mais maintenant, développer le graphisme, c'est bien développer le graphisme. On a envie de prendre un designer qui design le graphisme. Et évidemment, même si à la base HTML, le principe c'était de découpler le contenu de la présentation, évidemment, l'HTML, on le sait tous, on le fait en fonction de la présentation qu'on veut avoir.
Et donc c'est ce que je dis aussi, y compris pour le recrutement, même problème. Les bons designers graphiques, les bons graphistes aiment faire du graphisme. Donc s'ils sont très forts en JS, c'est qu'ils préfèrent faire du JS que de pinailler sur du CSS, donc c'est pas forcément cool. Donc, j'ai développé une lib en fait, dont le but c'est de concevoir vos composants React à partir de fichiers HTML statiques. Le but étant de pouvoir développer l'HTML indépendamment de l'état de cet HTML qu'on gère avec React. Donc mélanger des langages, c'est compliqué, et ce qu'on parle à la fois français et anglais dans la même phrase, c'est un petit peu compliqué. Le workflow classique de développement des fronts, on demande à un designer de faire un truc sur Photoshop, on va avoir plein d'images, on va faire des carrés. Ensuite, on va demander à quelqu'un de le faire rentrer faire rentrer le rond dans un carré en fait, en faisant de l'HTML. Et une fois qu'on aura l'HTML, on va faire en sorte de le rentrer dans des templates, c'est-à-dire le faire rentrer dans une gestion d'état côté front. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Bon, déjà, faire des fronts entièrement avec des images, on connaît la limite maintenant que le CSS a bien avancé. On peut quand même faire beaucoup de choses. Enfin, on peut même faire des choses plus rapidement en CSS, HTML qu'en Photoshop. Donc, déjà, est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de fonctionner en partant du Photoshop? Et ensuite, une fois qu'on a fait les templates au bout, et que quelqu'un nous demande de changer le petit bout de pixel, et que changer le petit bout de pixel, ça demande de changer les images, mais en fait, ou non, on se dit on va pas changer l'image, on va changer l'HTML, mais en fait c'est plus compatible avec les images initiales, et on meurt. Donc, voilà, l'idée c'est, on aimerait utiliser HTML, CSS comme un outil de graphisme. Et pour ça, Google Chrome avec son inspecteur, et maintenant on peut le mapper directement et éditer ses fichiers depuis Google Chrome en fait. Et ben c'est un IDE génial pour faire du graphisme, et en ce qui me concerne, parce que je suis plutôt nul en Photoshop, c'est même plus rapide de faire du graphisme avec Chrome qu'avec Photoshop. Et on a des sites comme webflow.com qui ont bien grossi ces 2 dernières années et qui permettent de designer du CSS propre très rapidement. On peut faire un site vraiment complet, nickel, avec toutes les pages, en une journée de travail. Voilà, c'est du vécu, ça marche, et je vous conseille d'essayer. Le problème, c'est que cet HTML qu'on a généré avec ces outils, dès qu'on ajoute une notion de logique dedans, c'est foutu. C'est-à-dire que vous avez, tous vos outils purement HTML sont foutus. Vous ne pouvez plus utiliser Chrome pour l'éditer ou pour faire évoluer votre application. Vous ne pouvez plus utiliser Webflow, ce que vous voulez. C'est terminé. Donc ce qu'on aimerait, c'est mapper de l'HTML statique et des composants dynamiques. Donc il y a un truc qui existe qui s'appelle HTML to JSX. Je ne sais même pas pourquoi ils en parlent sur la doc de React, parce que je ne vois pas vraiment comment on peut l'utiliser. En gros, ça parse l'HTML, et ça le convertit en une string qui représente des composants JSX. Mais du coup, on a exactement le même problème que celui que je vous ai montré avant, c'est-à-dire, en fait, c'est exactement le même workflow. C'est-à-dire qu'on a converti un HTML en template, ensuite on va modifier le template et on va se retrouver avec le même problème qu'on a ici. Donc on n'a rien réglé. Donc, ce que je propose, c'est pas... attention, je ne dis pas que c'est une bonne solution, c'est la semaine dernière. Donc, alors attendez, je regarde, j'y suis. Ouais. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir compiler son JSX ou son JavaScript à partir de l'HTML, mais en mappant la logique. En fait, on voudrait un composant qui s'appelle HTML et qui très facilement permet de concevoir son HTML, mais qui est rendu à la compilation et non pas à l'exécution. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est des macros. Voilà, et ça, c'est un grand sujet. On y arrive. Je sais pas. Je regarde l'heure juste en même temps. Voilà. Donc, on a besoin de macros, en fait. Et les macros en JavaScript, c'est plus quelque chose de si tabou que ça. On peut penser que pour ceux qui font du Lisp ou ce genre de choses, avant c'était un peu leur domaine gardé, les macros, et c'est plus du tout le cas. Maintenant, tout le monde en fait dans tous les langages. Enfin, pas tellement tout le monde, mais quand même beaucoup.
le principe, il ne faut pas voir les macros comme quelque chose d'horrible. Qu'est-ce que c'est que des macros? C'est la même chose qu'une fonction. Qu'est-ce que vous faites quand vous ajoutez une fonction? Pour ajouter des primitives de votre langage, vous étendez votre langage. En fait. À chaque fonction que vous créez, vous étendez votre langage. Et vous créez un langage métier qui est composé de la composition de vos fonctions. Une macro, c'est rien d'autre. C'est la même chose. Simplement, une partie du travail n'est pas fait à l'exécution, mais à la compilation. On décide ce qui se fait à la compilation et à l'exécution. C'est-à-dire c'est plus, les macros, c'est plus un problème de performance qu'un problème de DSL, de créer un langage. Parce qu'en fait, vous créez un langage dès que vous créez une fonction. Donc c'est vraiment une histoire de performance. Et ici, c'est exactement notre problème. Nous, on veut que l'HTML il soit compilé. Il soit compilé en amont. Et donc j'y arrive. JS, maintenant, il est vraiment macro-friendly. Mozilla a sorti SweetJS qui permet de faire des macros en JavaScript assez facilement, mais ça n'a pas du tout pris. Donc on peut se dire que c'est un échec, mais pas du tout. Parce qu'en fait, du coup, ils ont normalisé un AST, c'est-à-dire une description sous forme d'une structure JavaScript, du code JavaScript. Ils l'ont normalisé, et cette normalisation, maintenant, tout le monde l'utilise. Donc le compilateur, je sais pas, CoffeeScript, il l'utilise, le compilateur JSX, il l'utilise, tout le monde l'utilise. Donc en fait, vous avez bien des macros en JavaScript. Il suffit juste d'utiliser cette norme, de convertir votre JS en AST, de transformer votre AST autant que vous voulez, et voilà. Ça rajoute juste une étape de compilation. Maintenant, problème d'ajouter une étape de compilation, vous perdez les numéros de ligne, et c'est la galère pour débugger. Mais ça aussi, c'est terminé. Parce que maintenant, partout, y compris dans Chrome, partout, tous les outils JS gèrent les source maps, qui sont des fichiers qui mappent les sources initiales de votre fichier, et les sources, et les lignes et les colonnes du fichier à l'arrivée. Donc il ne faut vraiment pas paniquer dans le fait d'ajouter un énième compilateur JavaScript au-dessus de vos 10 compilateurs JavaScript. Franchement, ça ne pose pas vraiment de soucis. Hop. Donc là, il y a un compilateur AST et parseur AST qui s'appelle Recast. C'est pas celui qui est utilisé par JSX, mais JSX conseille de ne pas utiliser ce qu'ils ont fait, ce que Facebook a fait, mais d'utiliser Recast. Donc utilisez Recast. Hop, voilà. Donc JSXZ. Donc pourquoi un nom comme ça? Bah pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est JSXZ? En fait, c'est un faux composant JSX. C'est-à-dire justement, c'est un composant JSX qui va être compilé, tout simplement. Donc ça pourrait être un vrai composant qui justement convertit de l'HTML statique en composant React à l'exécution. Mais évidemment, ça n'a aucun sens, ça ne tiendrait pas du tout la charge. Mais résultat, avoir la même forme, la même syntaxe, ça rend votre code beaucoup plus clair. Enfin, disons que ça rend le truc utilisable. Donc l'idée est simple, c'est que vous prenez votre HTML statique, que vous gérez par ailleurs. Idéalement, votre HTML, vous rajoutez des classes avec des noms spécifiques pour les utiliser dans des sélecteurs dans votre code métier. Comme ça, vous séparez les codes, vous séparez les classes en fait, qui mappent les objets métiers et les objets graphiques, des classes qui permettent de designer le graphisme. Et ensuite, votre composant JSXZ, je vous le montre. En fait, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du Clojure ici. Voilà, c'est du coup si avec toi, je sais pas. Mais voilà, il y a un truc en Clojure qui s'appelle unlive et qui fonctionne sur ce principe-là. Donc on a un fichier. Là, en fait, j'ai un fichier index.html. Et simplement, je prends ce fichier index.html et je prends le bouton dans le panier et je prends un composant qui a la classe price, oui j'ai oublié un point ici, et à l'intérieur en fait c'est du JSX, donc je peux mettre des sous-composants, je peux écrire du JSX à l'intérieur, et en fait à la compilation ça va, ça va créer le composant JSX issu des transformations successives, et vous appliquez vos transformations. Voilà, donc on a des variables spéciales, children z, tag z, to z, enfin chaque attribut avec un z qui représente l'attribut ou les enfants précédents matchés au moment du sélecteur. Comme ça on peut les réutiliser. Par exemple ici, je prends tous les composants A, pour ceux qui utilisent React Router ou qui l'ont déjà utilisé.
je prends tous les composants A et je les convertis en composants link en leur rajoutant voilà, le lien vers lequel on va aller, et je garde les mêmes enfants qu'il y avait précédemment. Donc ça va convertir tous les liens et mapper en faisant ça, c'est très très simple de mapper tous vos liens HTML bidonnés que vous avez fait pour le design avec des liens propres qui gèrent votre état dans React comme vous voulez. Donc là c'est un autre exemple qui est pop-up, voilà l'ajout d'une classe en fonction des props. Voilà. Donc là ça c'est Webflow et donc c'est un exemple, vous voyez, c'est une interface sympa. Vraiment en une journée vous faites vous faites le design de Facebook. J'exagère, mais c'est vraiment pratique. Après, on peut détester ces outils-là, parce qu'après on en devient dépendant, et c'est pas forcément top, mais si vous voulez quelque chose de très rapide, c'est très efficace. Après, comment ça s'utilise JSXZ, la lib a une fonction qui convertit de string en string, avec un source map à l'arrivée. Mais il y a aussi un loader Webpack, donc ce qui fait que là, je pipe juste le loader JSX avant le loader JSXZ avant le loader JSX, et comme ça je peux utiliser les composants bidonnés, là, bizarre, dans mon code. Ensuite, je disais qu'il y avait deux côtés, il y avait le back-end et le graphisme. Et je vous ai dit, le graphisme, j'ai une solution, mais est-ce qu'on a encore besoin de JS pour le back-end? Ben non, non, on n'a pas besoin. Parce que du côté du back-end, en fait, on a besoin globalement que d'une chose. On a besoin que d'une interface, on a besoin de dire j'ai tel props, tel composant, je fais le render, et j'ai besoin d'un code JS à exécuter côté client systématiquement pour synchroniser le composant client avec le composant générique serveur. Donc le JS render là contient en fait les props initiales, l'HTML qu'on va afficher, et le CSS, parce que vous pouvez très bien dans votre code JavaScript rajouter du CSS. Donc en faisant ça, vous rajoutez. Voilà. Donc moi j'ai fait ça en Elixir, ça s'appelle React, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas du tout le temps. Mais en Elixir, vous pouvez avoir ça, et ça vous permet de très facilement faire une application isomorphique totalement, sur lequel vraiment vous vous concentrez sur votre back-end, à gérer votre back-end dans la techno que vous... Enfin, c'est pas la techno que vous voulez, mais idéalement, on pourrait avoir ça dans toutes les technos. Je vous laisse le soin de le développer. Et voilà. Du coup, comme tout le monde, je vais vous montrer un exemple de de comment on peut développer une application avec tout ça. J'ai fait sur Webflow un HTML. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un projet en cours. Je fais un fichier, vous voyez, ui.jsx, dans lequel je mappe les liens, je mappe les états. Bon là, c'est pas du tout terminé, mais c'est le truc basique. C'est-à-dire là, je prends tous les composants et je les mappe. Voilà, en gérant des états assez simples, genre celui du modal, celui d'un panier affiché, enfin des choses assez classiques, mais évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes si vous voulez. On peut séparer aussi des composants, le composant graphique du composant logique, comme vous disiez tous les deux tout à l'heure. Bon, là, je ne l'ai pas fait parce que tout est dans une logique de rapidité. Alors, attendez. Hop. Donc ensuite, l'application en elle-même, par rapport à toutes les archives qu'on a vues tout à l'heure, là, dans une logique de rapidité, au départ, j'ai essayé d'utiliser React Router. React Router, ça rajoute plein de limitations, en fait. Du coup, je me suis juste rendu compte qu'en 5 minutes, on faisait juste ces quelques lignes de code et on avait remplacé React Router sans limitation. Du coup, voilà. Vous voyez, l'idée du rendering. L'idée du rendering, c'est qu'il faut gérer deux choses. Il faut gérer d'un côté tout ce qui dépend de l'état du navigateur, c'est-à-dire de l'URL, de la position du curseur, des cookies et je ne sais plus quoi d'autre. Là, moi, j'ai mis que... Enfin, là, je ne dépends pas d'autre chose que des cookies et de l'état. À partir de là, on va générer toutes les props. Qu'est-ce que c'est un routeur? Du point de vue de React, c'est simplement de quelles props découle l'état de mon navigateur.
Donc voilà, là je match l'état de mon navigateur, le chemin, et je dis, bah voilà, quand je tombe sur slash boutique, slash machin, et ben j'ajoute aux props retailer ID, array ID et un chemin de composant React. Ensuite, je crée un composant React qui prend dans les props le chemin de composant et qui prend le head, qui le render en lui disant le nouveau chemin pour toi, c'est le chemin moins celui que je viens de render. Et voilà, ça c'est React Router. Avec... C'est récursif en fait. Okay. Voilà, c'est récursif, exactement. Ensuite, il y a le composant link, qui lui est légèrement plus compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il est compliqué simplement parce que l'événement onPop, là, il n'est pas... Voilà, vous savez tous que il est un peu foireux, donc il faut faire un truc bizarre. Et donc il y a d'une part cet état-là qu'il faut générer, et l'autre état qu'on a besoin, c'est l'état qui vient du serveur. Donc pour ça, il y a d'une façon ou d'une autre, il faut gérer l'état du serveur, chose qui n'est pas simple. Donc avec le genre de solution dont on a parlé avant, ça marche bien. Mais là, l'idée, encore une fois, dans une logique de simplicité, on génère tout ce qui vient du serveur en utilisant simplement le cache HTTP et les URL pour dire oui ou non c'est dans mes props ou non. Et décider si oui ou non j'ai déjà la donnée ou je ne l'ai pas et je dois la chercher ou non. Chaque composant déclare une propriété involved URL, quoi, un peu comme ce qu'on voyait tout à l'heure, chaque composant déclare de quelles données il a besoin. Et là, je fais un gros micmac pour optimiser les mises en commun des dépendances. Voilà. Et voilà, au bout du bout, l'interface vers React, le truc en Elixir, c'est uniquement ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté qu'est-ce qui est fait quand c'est rendu côté serveur. Et ben, le serveur doit m'envoyer d'une façon ou d'une autre le chemin et la requête et les cookies. Et à partir de ça, j'appelle la infer_prop_change ici, qui génère donc toutes les propriétés qui sont remote et toutes les propriétés qui sont dépendantes de l'état du navigateur. Et côté client, je fais la même chose, simplement en ajoutant un listener sur le changement d'URL. Bref, avec tout ça, en tout, on a 300 lignes de code. Côté client, côté serveur, je peux vous montrer, je peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas là, mais c'est aussi minuscule. Et vous avez une application complète. Là, ce que vous voyez ici, ça me permet d'avoir en gros un site complet avec panier, connexion, utilisateur, complètement isomorphique, un design très joli fait en une demi-journée parce que ça a pu utiliser, j'ai pu utiliser plein d'outils du coup directement sur l'HTML. Et surtout, j'ai pu déjà changer 3 fois le design cette semaine avec les besoins qui ont changé et tout, sans jamais changer les 2 fichiers que vous venez de voir. Et voilà, du coup, ce qui est assez pratique. Donc c'est là où, quand même, React est génial. C'est que, finalement, il permet d'avoir du fonctionnel pour la gestion de l'état de votre interface en JavaScript, ce qui en fait n'existait pas avant. Et une fois que vous l'avez, vous avez résolu le problème de l'état. Vous avez résolu le problème de votre JavaScript, en général. Voilà, donc, normalement, je suis... Oui. Parfait. J'ai juste avant 30. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Vas-y. Parce que j'ai bossé depuis le début de l'année dernière, là, sur le projet, avec le créateur de NLive. Ouais, et on voulait faire le même genre de librairie, mais après on n'a pas eu le temps parce qu'on voulait se poser la même chose, on voulait que nos designers ils fassent de l'HTML et du CSS normalement, et que nous on intègre ça dans nos composants, sans qu'il y ait des problèmes de « Ah, j'ai changé un truc dans le template, bah faut que je rechange le Photoshop pour l'adapter » ou je sais pas quoi. Mais bon, en fait on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est super parce que tu l'as fait pour nous. Mais c'est pas... Attention, ça date de la semaine dernière, je vais pas ça doit pas être très je sais pas, je vais pas regarder le code. Mais en tout cas, c'est utilisable quand même. Ouais, c'est dispo. Et puis c'est assez simple là, si vous utilisez Webpack, mais tout le monde ne l'utilise pas, mais utilisez-le, c'est très pratique. Et si vous utilisez Webpack, vous avez juste à rajouter la dépendance JSX Loader,
JSXZ loader dans votre package.json. Et c'est terminé, vous rajoutez le loader JSXZ et vous pouvez coder. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez, là, c'est tester, le site, il vient directement de Webflow, que j'ai montré. Et enfin vraiment, là, je fais un site complet sur Webflow nouveau. Je crée juste les bonnes classes pour mapper les composants dans mon interface. Du coup, ça va très vite. Je publie, ça déploie, et j'ai une appli entière, isomorphique, sympa. Cool. Bref. Donc vraiment, c'est pratique. Merci. Merci.